Monsieur Mamadou Ndiaye, directeur de eMedia.sn, bonjour. Papi Benjamin, plaisir de vous retrouver en ce mercredi, jour de l'argent. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin de l'année. Nous sommes déjà à 2021. Déjà, bonne et heureuse année à vous et puis Merci. beaucoup de santé. Merci beaucoup. Et puis que l'économie, justement, se relève. Alors, l'économie sénégalaise a été véritablement heurtée par, justement, la Covid-19 durant l'année. Comment la crise, véritablement, comment cette économie a vécu la crise sanitaire? Boubacar, bonjour. Avec ta permission, je souhaite aussi aux nombreux téléspectateurs donc, de Economia, d'Antoktok, de passer une excellente année 2021, meilleure que 2020. Meilleure, bien sûr. Boubacar, la première richesse d'une nation, c'est sa santé. La première richesse d'une nation, c'est sa santé. La santé de sa population. Si la population est en bonne santé, manifestement le budget qui devrait être dédié justement aux maladies, qui devrait être dédié aux consultations, diminuerait drastiquement. Et ça permettrait donc de réinjecter effectivement cette économie vers d'autres secteurs qui en ont le plus besoin. Donc, une fois que la population est en bonne santé, il y a moins de soucis à se faire pour maintenant organiser cette population qui maintenant pourrait se soucier de gagner de l'argent, de s'abriter avec des logements, de se nourrir, de se vêtir et d'envoyer les enfants à l'école, mais en même temps aussi de surveiller l'éducation des enfants. Donc 2020 a été une année très difficile, simplement parce que nous avons tous, à l'échelle mondiale devrais-je dire, nous avons été surpris justement par une épidémie qui elle-même a rapidement progressé de continent en continent. Je ne dirais même pas de pays à pays. Que révèle cette crise et quel est son impact sur la vie des Sénégalais? D'abord, la crise sanitaire révèle que nous n'étions pas préparés. Même les pays vers lesquels nous allions souvent quand nous avions des maladies, quand nous devions être évacués, en vérité, tout le monde se cachait certaines faiblesses au plan de l'infrastructure sanitaire. Les hôpitaux, même les plus huppés en Europe, pouvaient peut-être s'occuper de cas plus ou moins graves, mais quand ces mêmes cas, pour autant qu'ils soient très graves, arrivaient en surnombre, les hôpitaux étaient complètement saturés. Si bien donc que la crise a révélé que du point de vue justement de l'infrastructure sanitaire, aucun pays n'avait un plateau médical au point pouvant faire face donc à ces urgences, mais en même temps aussi répondant à cette sollicitation des populations et peut-être aussi des infrastructures sanitaires des pays les moins nantis sur le plan sanitaire. Quel est le moral des agents actifs? Mais quand il y a perte de pouvoir d'achat, il y a moral dans les chaussettes. Quand il y a perte de capacité de réaction par rapport peut-être aux sollicitations de la vie, il y a également le moral en berne. Par conséquent, dans la plupart des pays, principalement chez nous, où le confinement a rendu, difficile l'exercice de n'importe quel secteur d'activité ici, les gens n'étaient pas enthousiastes à l'idée de devoir peut-être subir les à-coups de la crise sanitaire. Mais quand même, ils ont privilégié la sécurité, la santé, au détriment donc de s'exposer, ne serait-ce que pour peut-être gagner de l'argent, mais à des risques, à leurs risques et périls. Est-ce que les fondamentaux de l'économie sont encore solides? C'est une pertinente question, Boubacar, parce que d'abord, le président de la République, au cours du Conseil des ministres, a dit que s'il n'y avait pas eu les résultats probants obtenus au niveau de l'agriculture, nous serions en pleine récession. Et quand le président le dit, c'est que probablement il a les données sur la table. Du point de vue de l'agriculture, les paysans ont résisté donc non seulement aux intempéries, mais en même temps aussi ils ont pu prendre des mesures barrières et être dans une certaine prophylactie médicale au point qu'ils ont pu, grâce à une pluviométrie abondante, récolter. Et ce qu'ils ont pu récolter justement pourrait sauver la saison et permettre donc à toutes les familles donc, de disposer de moyens de subsistance. Donc, fondamentalement, l'agriculture nous rappelle que c'est un pilier fondamental de l'économie. La deuxième chose maintenant, c'est au niveau de l'industrie. Nous avons des faiblesses notoires depuis très longtemps parce que nous ne transformons pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce qui se transforme ailleurs. Si bien donc que ce que nous consommons, nous venant de l'extérieur, nous sommes un peu affaiblis par les marchés qui se sont fermés un peu partout, y compris le marché du riz, parce que les Sénégalais sont des consommateurs de riz devant l'éternel. Mais donc, ces marchés ont été plus ou moins fermés, parce que ces pays producteurs de riz ont dit, nous ne connaissons pas la fin ultime donc, de la crise sanitaire, mieux vaut donc au moins assurer nos stocks
et ne plus nous exposer en exportant davantage justement notre production. Si bien donc le Sénégal, de ce point de vue-là, avait un risque gros. Mais fort heureusement, l'agriculture a bien tenu, l'industrie a plus ou moins fléchi, et les services, donc, dépendant de ces deux secteurs et de ces deux mamelles, ont plus ou moins touché le plafond. Sur quel secteur s'appuyer pour envisager la relance de l'économie? À mon sens, il faut d'abord saluer la résilience de la population sénégalaise, mais la résilience aussi des facteurs de production. Et il faut saluer aussi la capacité de résistance d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui, pendant la période de la crise, ont plus ou moins investi, et il faut les saluer, parce qu'ils auraient pu être dans la réticence ou bien peut-être même dans la réserve, mais ils ont investi. Le secteur culturel, que tu connais bien, Boubacar, a été un secteur qui a été très sinistré, parce qu'effectivement, on a fermé salles de cinéma, salles de spectacle. Donc, les gens devraient pouvoir se réinvestir dans une certaine créativité et voir comment on peut garder son public tout en étant peut-être dans les nouvelles dynamiques de technologie, dans le numérique par exemple, pour garder son public et garder également ses performances. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ont su toucher leur public. L'un, pour ne pas le nommer, Baba Mal, a su quand même montrer qu'en vérité, il pouvait toujours rester en contact avec son public grâce à la technologie qu'il a acquise ici ou là. Et les plateformes digitales lui ont permis donc de rester un peu la tête hors de l'eau. Mais fondamentalement, certains secteurs ont été bien affectés. Et dans la relance qui se précise, s'il n'y a pas peut-être maintenant une seconde vague de l'épidémie, et les nouvelles qui arrivent donc de la présidence ne sont pas très réjouissantes, puisque à partir d'aujourd'hui, mercredi, il y a couvre-feu et état d'urgence. Les Asiatiques disent que toute crise est en soi une fenêtre d'opportunité. Avez-vous décelé des chances de rebond, de relance de l'activité économique tournée vers l'export? Oui, parce que la crise nous révèle notre propre valeur. Et ça, c'est une opportunité, comme disent les Chinois. Et les Asiatiques disent donc, puisqu'il y a crise, certainement, c'est un clin d'œil à inverser les perspectives vers d'autres créneaux. Mais donc, c'est à nous de nous regarder en face et de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire parce que la crise s'est venue et elle s'est imposée à nous. Rappelez-vous, le président, pour avoir fait ce qu'il a pu faire, et à un moment donné a dit, nous ne pouvons faire autrement que de vivre avec la maladie. Maintenant, les Sénégalais, puisqu'ils sont créatifs, ils sont également très inventifs et très imaginatifs, ils doivent maintenant creuser, fouiller, bêcher, comme disait l'autre, pour au moins voir la panoplie d'opportunités qu'il y a sur ce plan-là. Regardez peut-être les produits artisanaux. Ils marchent très fort en ce moment. Regardez les tailleurs, ça marche très bien. Regardez peut-être disons toute la production informelle. Ils ont résisté et ils sont résilients par rapport à la crise. Mais maintenant, ceux qui travaillent peut-être pour des performances et pour de la croissance devraient s'appuyer justement pour ces secteurs, les réorganiser davantage, leur donner peut-être un peu de formation qualifiante, et si bien que peut-être quand ils ont cela et qu'ils l'ont acquis comme qualification, ils pourraient faire des merveilles et ensuite tutoyer sans doute d'autres marchés qui ne sont pas encore prêts à rebondir parce que simplement la crise a frappé très dur. Alors, dites-nous un peu, M. Ndiaye, quelles sont les entreprises qui ont le plus montré des signes de résilience? Ah, bonne question. Je pense que les unités de transformation alimentaire ont bien résisté à la crise. C'est normal parce que les Sénégalais mangent beaucoup. C'est normal aussi parce que peut-être, humainement parlant, on veut satisfaire justement la panse. Et je crois que certains Sénégalais ayant renoncé à aller dans les restaurants ont préféré peut-être faire des commandes au niveau des entreprises et à être livrés justement à domicile. Et il me semble aussi qu'il y a certains secteurs de services qui ont pris le relais simplement parce que les Sénégalais étaient confinés, en disant « restez chez vous, mais nous faisons le travail à votre place ». C'est ainsi que peut-être il y a les livraisons, il y a une plus grande mobilité peut-être même pour la satisfaction d'un certain nombre d'activités. Mais en plus de là, je pense qu'au plan sanitaire également, certaines cliniques ont bien marché parce que les Sénégalais ont eu le réflexe d'aller vers les centres de santé, ne serait-ce que pour faire des check-up, n'est-ce pas, pour se sentir peut-être bien portant. Et je pense que ce réflexe-là, il va maintenant devenir pérenne. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens ont envie de sonder leur corps, de se sentir peut-être en bon état, mais pour ça, il faut que peut-être ils aient des rendez-vous avec les médecins. Et je crois que les médecins aussi sont sortis par le haut durant cette crise-là. Par conséquent, on a toujours parlé d'un hub médical à Dakar. Mais voilà une occasion
pour créer un hub médical à Dakar parce que nous avons le personnel qualifié, nous avons un personnel de pointe. Et figurez-vous que ceux qui ont géré la maladie par le biais de la stratégie, je nomme deux peut-être personnalités marquantes et de rang mondial. Aujourd'hui, le professeur Seydi et le docteur Bousso sont aujourd'hui parmi les personnalités qui sont les plus pointues du point de vue justement, de la lutte contre justement, le coronavirus. Et donc, toute l'équipe médicale de Dakar peut faire rejaillir son succès sur une plateforme médicale qui ferait de Dakar un hub pouvant attirer donc de grosses fortunes, devant pouvoir se soigner à Dakar plutôt que d'aller justement dans les hôpitaux américains ou français. Peut-on tirer des leçons de vie de ce cycle conjoncturel inédit? À mon sens, oui. Il y a d'abord la question de la solidarité. Parce qu'une économie, Boubacar, ça n'est pas simplement qu'un individualisme exacerbé. Il y a possibilité qu'en sortant de cette crise, que nous développions davantage les réflexes de solidarité. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens plus forts, donc plus résilients, qu'il y en a d'autres qui le sont moins. Mais disons, les gènes ne sont pas répartis selon que vous êtes Diallo ou bien Ndiaye. Non, ça frappe indistinctement tout le monde. Par conséquent, un réflexe de solidarité pour endiguer le mal, pour essayer de le contenir, a permis à tous les Sénégalais donc, de se sentir d'abord menacés, mais en même temps aussi de se sentir obligés de se donner la main pour faire face à cette épidémie. Et peut-être aussi, au plan de la vie économique et sociale, certains ont dû, bourse déliée, penser aux sœurs, penser aux cousines, penser aux tantes. Donc l'économie solidaire, elle est encore plus que réelle en ce moment. Et je crois que cette leçon de vie, nous devons la tirer et l'appliquer donc pour les années à venir, mais en même temps aussi pour les générations à venir. L'individualisme ne marcherait plus parce que la crise nous l'a révélé. À quelles conditions pourrait s'opérer la reprise avec un retour de croissance? Parce que vraiment, véritablement, tout est en alerte, mais la reprise de croissance. La reprise de croissance ne peut s'opérer qu'à condition qu'il y ait la restauration de la confiance. Boubacar, nous étions presque, comme disait un éminent ministre, un ancien ministre, il dit, nous avons touché le fond, le bas fond même, nous l'avons touché parce que plus personne n'a confiance en personne. Et c'est grave dans un pays. Or, regardez le système bancaire, il ne fonctionne que sur la base justement de la confiance. Si cette confiance elle est ruinée parce que simplement, à un moment donné, nos mœurs se sont un peu relâchées, eh bien, il faut ressouder la confiance. Il faut donc que les Sénégalais, intrinsèquement, ils soient intègres, ils soient propres et ils soient travailleurs, mais en même temps aussi que l'honnêteté soit la chose la mieux partagée dans ce pays-là. Sinon, quand la confiance ne règne pas, eh bien, les secteurs qui vont s'organiser vont s'apercevoir que les Sénégalais, parce qu'ils sont détricotés par cette absence de confiance, eux vont venir. Je vous donne un signal. C'est la présence des banques nigérianes. Au moins, il y a une dizaine de banques nigérianes qui ont dit, mais tiens, investissons le marché sénégalais. Parce que les Sénégalais n'ont pas voulu investir dans les banques. Et résultat des courses, c'est que demain, un Nigérian peut quitter peut-être Ibadan, peut quitter peut-être Lagos, peut quitter peut-être Abuja et venir réclamer de l'argent ici auprès de sa banque simplement parce que dans son parcours professionnel, la banque sait que ce Nigérian, il mérite la confiance et il est digne de confiance. Donc il faut restaurer la confiance, Boubacar, parce que nous avons touché le bas-fond. Est-ce que le label sénégalais vend-il bien à l'étranger? Oui, je crois très fondamentalement que le label sénégalais est un label, disons, qui est compétitif. Quand je dis label, c'est une marque, c'est des marques. C'est quand tout le monde voit que Boubacar Diallo fait marcher justement sa machine, disons, entrepreneuriale. Quelqu'un d'autre peut-être qui veut rivaliser épaule contre épaule avec Boubacar Diallo pourra se dire mais quels sont les facteurs de succès qui ont permis à Boubacar de remporter des marchés. Donc, cela aidant, ça peut peut-être au moins susciter une émulation entre les Sénégalais. Ne serait-ce que pour se dire, maintenant, puisque nous sommes deux au mur, il ne nous reste plus qu'à soit nous fondre ou alors peut-être à foncer. Et je pense, je ne peux qu'inviter les gens à foncer en travaillant à avoir de la qualité, en travaillant à avoir de très bonnes récoltes, en travaillant à avoir de très bons emballages, en travaillant à avoir une transformation qui nous donne un motif de satisfaction, mais en même temps aussi qui permet aux produits sénégalais de se positionner sur différents marchés parce que simplement on aura réhabilité d'abord la confiance et on aura réhabilité la valeur intrinsèque des artisans sénégalais, des ingénieurs sénégalais, mais des orfèvres sénégalais, si bien que tout ceci réuni, ça peut permettre donc de se lancer et d'avoir un élan enthousiaste. Sommes-nous à l'abri d'une récession économique? Si la deuxième vague telle qu'elle est redoutée s'installe, à mon avis, déjà, le premier trimestre de l'année 2020 a été un trimestre presque bidon.
nous n'avons pas produit, donc nous n'avons pas accru notre richesse. Si maintenant, avec la deuxième vague et un confinement probable ou pas impossible, il y a des craintes qu'il y ait une récession. Mais mes amis économistes sont très divisés. Ils sont très divisés sur justement comment aujourd'hui caractériser la récession. Pour eux, il faut que 2 trimestres successifs se suivent pour qu'on assiste justement à un déclin, à un recul de la croissance et de la productivité pour maintenant affirmer qu'il y a récession. Mais osons espérer que les Sénégalais peut-être d'abord se conformeront aux règles sanitaires, qu'ils géreront les gestes barrières, mais en même temps aussi qu'ils seront très euphoriques, très enthousiastes pour ne pas faire baisser le moral comme vous me le posiez tantôt dans votre préliminaire. Mais tout ceci réuni, ça peut permettre donc aux Sénégalais de circonscrire le mal, mais en même temps aussi de produire davantage et de produire qualité, parce que c'est cette qualité-là qui va nous faire distinguer au plan régional et au plan international. Pour terminer, quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie sénégalaise? Force. D'abord, la qualité des ressources humaines. Nous avons des ingénieurs, nous avons des contremaîtres, nous avons des ouvriers qualifiés. Même si peut-être cette population elle est en train de diminuer et il n'y a pas une relance de la formation qualifiante au niveau des ouvriers. Et en même temps aussi peut-être une reconversion de ces mêmes ouvriers. C'est possible parce qu'il y a des plateformes qui s'organisent, il y a aujourd'hui des instituts qui s'organisent pour peut-être au moins donner encore un plus et une valeur ajoutée à la formation donc, des ouvriers, parce que les ouvriers se sont tout le temps distingués depuis 1940 jusqu'à maintenant. Les ouvriers sénégalais ont été peut-être les plus plébiscités en Afrique. Mais la décroissance au plan démographique donc, de cette population fait que nous sommes en train de perdre justement ce point fort. Mais je pense que les ressources humaines quand même sont très fortes. Mais en même temps aussi, nous avons un plateau médical assez bon, mais maintenant, il faut l'étoffer. Et c'est une opportunité, puisqu'on dit qu'une crise, c'est une fenêtre d'opportunité. Mais quand on a les meilleurs médecins, quand on a les bons professeurs, quand on a des infirmiers, quand on a peut-être des sages-femmes, quand on a peut-être des agents de santé, mais Boubacar, on a tous pour maintenant asseoir de façon durable, hein, Pape Ibrahim aime bien le mot durable, et donc ça permet à une industrie médicale de s'installer durablement dans ce pays et d'attirer donc toutes les grosses fortunes de la sous-région. Parce que qui ne peuvent plus maintenant aller à Londres ni aller à Paris, eh bien elles vont se dire, mais tiens, orientons-nous vers le Sénégal parce que quand même il y a des professeurs qualifiés et ils viennent également, tout récemment, d'être primés à l'échelle internationale pour avoir bien fait résister leur stratégie face au coronavirus. Pape Ibrahima, vous entendez un économiste parler, vous êtes aussi optimiste que lui, vous avez vu, vous avez décelé l'ensemble de ses failles et puis ses avantages? Oui, M. Ndiaye a donné beaucoup d'espoir par rapport à notre capacité à résister face au virus. Mais bon, seulement il y a peut-être cette nouvelle donne depuis hier. Il y a quelques heures de cela, Boubacar, on parlait de comment relancer les activités économiques. Mais actuellement, on est en train de voir comment contrer le virus. Donc il y a peut-être cette nouvelle situation-là qui remet en cause beaucoup de points économiques en perspective. Et je pense que peut-être que M. Ndiaye pourra prendre en compte cet aspect-là. Tout à fait, je le pense. Boubacar, je rappelle juste un aspect, parce que j'ai rencontré récemment un industriel de l'élevage, donc quelqu'un qui travaille sur le secteur de l'élevage. Il dit qu'il y a 45 postes d'entrée de l'élevage sur nos frontières. Imaginez-vous, 45 postes d'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui peut peut-être passer par un poste et faire venir justement son bétail des pays riverains. Donc des pays frontaliers. Mais puisqu'on dit aux gens, restez chez vous, mais disons aux animaux aussi, restez chez vous. À ce moment, ça permettrait donc de faire régénérer l'élevage sénégalais, mais de lui donner des qualités, parce qu'effectivement, on dit ici également que nous avons, disons, une population qui consomme de la viande de qualité, et nous avons également des gens qui peuvent faire de l'élevage de qualité. Donc, au moins, donnons-nous une occasion, pendant un an, de voir ce que ça peut donner, et après, maintenant, peut-être ça peut créer une impulsion. Mais fermons certaines frontières pour l'élevage, réduisons le nombre de postes d'entrée et on verra le résultat au bout d'un an. Monsieur Mamadou Ndiaye, directeur de eMedia.sn, merci. Nous avons beaucoup appris encore ce matin, et comme chaque mercredi. C'est le jour de l'argent et c'est euphorisant. Merci beaucoup. Merci, Pape Ibrahima. Merci beaucoup, Boubacar. Merci, bonne journée à vous, Monsieur Mamadou Ndiaye, directeur de eMedia.sn. Merci à tous nos amis qui, justement, font des réflexions économiques et qui partagent avec nous